Monsieur le Haut-Commissaire, bonjour et bienvenue pour cette troisième audition de la matinée. Tout comme l'INSEE et l'INED, le Haut-Commissariat au Plan est né à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors il a connu une petite période d'interruption, mais malgré tout il a une certaine ancienneté, ce qui devrait vous permettre de nous dire comment les plans successifs du XXe siècle ont pris en compte les données et projections démographiques qui étaient à sa disposition et quels enseignements surtout nous pouvons en tirer. Nous vous interrogerons également sur vos travaux actuels. On a vu les différentes notes que vous avez pu sortir sur le sujet et en particulier les études consacrées aux conséquences économiques et sociales de la dénatalité. Je vais donc pouvoir vous laisser la parole pour une dizaine de minutes et s'en suivra donc un échange de questions-réponses. Et je vous précise ou vous rappelle que cette audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et que l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible sur la page de la mission d'information, de même que le compte-rendu écrit. La parole est à vous, monsieur le Haut-Commissaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis heureux de revenir dans cette maison et d'essayer d'éclairer un débat de société important. Comme vous l'avez rappelé ou suggéré, en réalité sans interruption, parce que le plan a toujours existé depuis 1946 sous des dénominations effectivement différentes et avec parfois le terme de plan de planification qui n'était pas dans son intitulé. Mais c'est une des rares institutions créées juste après la guerre, en janvier 1946, par le général de Gaulle, qui a connu 2 républiques et à ce stade 53 gouvernements, et qui s'est toujours préoccupé, en effet, de l'enjeu démographique. Je ne vais pas, sauf si vous le souhaitez peut-être dans l'échange ultérieur, lister l'intégralité des travaux qui ont porté sur la question démographique ou intégré la dimension démographique depuis le premier plan quinquennal de 1946 porté par le commissaire général Jean Monnet. Mais il est très clair que cette question démographique a toujours été au cœur des travaux du plan, à la fois comme une préoccupation spécifique d'évolution de notre démographie, de notre natalité en particulier, et puis évidemment comme une donnée centrale des plans quinquennaux, puisqu'au départ le plan a été littéralement construit, créé pour établir des plans quinquennaux. Nous sommes dans un régime un peu différent aujourd'hui. Et la première étape, le premier plan de modernisation en 1946, correspondait au début du baby-boom et donc d'une forte augmentation subséquente de la population active. Je ne vais pas vous infliger de lecture trop longue, mais je ne résiste pas au plaisir de citer 1 ou 2 extraits des premiers plans. Dès l'après-guerre, le commissariat général au plan soulignait ainsi, via à l'époque une commission de la consommation et de la modernisation sociale, ça la fleur bon l'après-guerre, je le cite, qu'aucun plan de production ou d'équipement ne peut être établi qu'en fonction d'une population donnée. C'était le premier plan 1946-1954. Et pour montrer que la préoccupation démographique, évidemment dans des termes un peu différents, était déjà au cœur des préoccupations de société et du plan en particulier, je vous lis très brièvement un extrait un tout petit peu plus développé de ce premier plan de modernisation et d'équipement, dans son chapitre consacré au développement démographique. Pays de population vieillissante, la France voit depuis 1942 sa natalité progressivement remonter jusqu'à dépasser en 1945, pour la première fois après un demi-siècle, le niveau correspondant au remplacement complet des générations. Je viendrai sur la période actuelle qui est un peu en miroir. Et je cite les deux paragraphes suivants. Si ce redressement se poursuit, la population active réduite par la guerre devra entretenir à la fois plus de vieillards et plus d'enfants. Pendant au moins une vingtaine d'années, notre pays aura à supporter non seulement les conséquences de son déclin démographique antérieur, il y a aussi des similitudes avec la période actuelle, qui a maintenu la population française sensiblement en dessous du niveau optimum, c'est-à-dire de celui qui aurait permis de donner à chacun le maximum de bien-être, mais aussi les charges accrues qu'implique le renversement de cette tendance, et en particulier la nécessité de former une jeunesse plus nombreuse pour la mettre en mesure d'avoir plus tard un rendement plus élevé. Fin de citation. Je ne serai pas plus développé, mais dans l'intégralité des plans, jusqu'au début des années 90, la dimension démographique a été prise en compte. Et à partir des années 2000, dans les travaux qui étaient plutôt des travaux de prospective, le tournant du vieillissement a été progressivement intégré. Le Haut-Commissariat au plan, sous la forme qui a été recréée en effet en 2020, présidé à l'époque par le Haut-Commissaire François Bayrou, avait alerté sur ce sujet, en 2021 en particulier, avec un rapport au titre explicite « Démographie, la clé pour préserver notre modèle social », qui montrait la baisse tendancielle des naissances et le vieillissement rapide de la population,
soulignant que cela menaçait directement l'équilibre de notre modèle de solidarité. C'est fort de cette tradition, mais aussi d'une alerte nouvelle sur l'inversement démographique, si je puis le dire ainsi, que connaît la France, comme beaucoup de pays européens, que j'ai souhaité mettre l'enjeu démographique au cœur de notre nouveau programme de travail. J'ai pris mes fonctions au début du mois de mars, présenté un programme annuel de travail le 10 avril dernier, et plusieurs thèmes, je pourrais vous retransmettre le programme de travail, mais plusieurs thèmes incluent directement ou indirectement l'enjeu démographique, avec une étude qui sera spécifiquement consacrée à l'impact de l'évolution démographique, comment y faire face, quelles conséquences sur nos comptes publics, nos services publics et notre économie de manière plus générale. C'est dans cet esprit, et pour en quelque sorte cadrer ou initier ces travaux qui seront ensuite thématisés ou sectoriels, que j'ai souhaité confier à Maxime Sbailly, économiste spécialiste des questions de démographie, une note courte, pédagogique, je crois, sur ce qu'il a appelé dans cette contribution la marée descendante de la natalité, ou plutôt de la dénatalité. Ces chiffres ne sont pas entièrement nouveaux, ils ne sont même pas nouveaux en réalité, mais ils insistent, je crois, sur ce phénomène avec, pour le reformuler dans mes propres mots, un double choc français. Un premier choc, et c'était pour cela que je voulais qu'on ait cette note de cadrage la plus pédagogique possible, un double choc qui est que la France s'est pensée, encore très récemment, dans notre débat public, probablement dans notre opinion publique, comme à l'écart de tendances de décrochage démographique ou de dénatalité que connaissaient beaucoup de pays européens. La réalité, c'est que la France va rejoindre, malheureusement, parce que ça a des impacts au total plutôt difficiles et négatifs, nous en reparlerons, le club majoritaire dans l'Union européenne des 20 pays, avec la France donc désormais en 2025, qui auront plus de décès que de naissances, très vraisemblablement, dès cette année. Et c'est un choc parce que je crois que nous n'avions pas en tête que nous étions, certes avec une démographie un peu meilleure encore aujourd'hui, mais dans une situation finalement assez proche de la norme européenne, de celle de nos grands voisins, notamment l'Italie et l'Allemagne, et que malgré un niveau ou un taux d'enfants par femme supérieur à ces pays-là, nous étions rentrés en situation de solde naturel négatif. Le deuxième choc, c'est celui sans doute qui est le plus important quand on essaye, pour ce qui nous concerne, d'éclairer le débat ou la décision publique, et je suppose pour le Parlement comme décideur ou acteur, c'est l'ensemble des conséquences qu'on touche seulement du doigt à ce stade de cette inversion démographique. En réalité, je ne donnerai que quelques exemples, cela va impacter très profondément toutes nos politiques publiques. À l'évidence, on le disait, et dès le premier plan, on l'évoquait, le financement de notre modèle de protection sociale, notre modèle de solidarité, mais plus largement, nos politiques éducatives, nos politiques de sécurité. Je prends deux exemples extrêmement simples pour montrer à quel point la démographie détermine tout. Dans le domaine de l'éducation, nous avons assisté, parce que c'est déjà fait, à la fermeture dans ce pays de 6000 écoles maternelles et primaires depuis 2010, entre 2010 et 2014, sous l'effet de la démographie. Ensuite, on peut faire des choix, et je ne rentre pas ici ce matin dans ce débat, de savoir si on adapte mécaniquement, en quelque sorte, le système scolaire, le nombre de classes et d'établissements à la démographie, mais on voit bien à quel point c'est massif. Et évidemment, cette marée descendante, pour reprendre l'image de Maxime Sbailly, va se diffuser dans l'ensemble du système éducatif et de formation. Ce sont aujourd'hui les écoles maternelles et primaires qui sont en décroissance forte des effectifs, 15% entre 2015 et 2028, de baisse du nombre d'élèves, les collèges et les lycées qui suivent, et pour les jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur, tout notre système universitaire et la population active. Étape suivante, l'entrée sur le marché du travail, avec une prévision à ce stade qu'en 2035, la population active commencera à décroître, c'est ce que montre cette note. Et donc ça pose des questions, je ne fais que soulever les éléments de questionnement dans le système éducatif pour continuer sur cet exemple. Que faisons-nous en termes d'adaptation du nombre d'enseignants, du nombre d'établissements? Est-ce qu'on en profite, entre guillemets, pour augmenter nos taux d'encadrement? Est-ce qu'on fait des économies? Est-ce qu'on fait un mélange des deux? Comment on différencie selon les territoires? Ça n'est certainement pas la même chose. Je vois Madame la députée de Paris, Sandrine Rousseau, dans une grande ville comme la nôtre, puisque j'ai été élu aussi à Paris, de fermer un établissement scolaire, ça pose évidemment des questions, on le voit avec les parents, mais s'il y a une école à 2 ou 3 rues plus loin, c'est pas tout à fait la même chose que quand dans une circonscription très rurale, où fermer un établissement primaire
peut conduire à des temps de transport scolaire, une réorganisation pour les familles très important et une perte de vie dans un village ou une ville petite ou moyenne beaucoup plus importante que dans une grande agglomération. Je ne fais que citer ces exemples pour montrer à quel point, derrière un enjeu de chiffres, il y a des implications sur toutes nos politiques publiques et des choix qui devront être adaptés en conséquence. J'ai cité, ça peut peut-être paraître étonnant quand on parle de démographie, la politique de sécurité, je dirais plus précisément la politique de défense, mais nous avons montré dans une note récente que malgré des hausses de crédits budgétaires sensibles qu'a voté le Parlement dans la loi de programmation militaire, nos armées ont des difficultés à atteindre leurs objectifs de recrutement parce que les classes d'âge sont tout simplement inférieures à ce qu'elles étaient les quelques années précédentes. Et tous les secteurs qui connaissent des métiers en tension deviendront la norme, en réalité, d'ici le début de la prochaine décennie. Il faut l'avoir en tête, et ensuite il y a des choix évidemment qui sont des options politiques qui peuvent être différentes, mais toutes nos politiques publiques devront s'adapter à ce choc et à ce décrochage démographique. Je voulais insister sur un point sans être trop long dans ce même éclairage, si je puis dire, de l'impact massif de ce décrochage ou de ce virage démographique. C'est la différenciation entre la réponse de court terme et la réponse de long terme, puisque je crois que votre mission s'interroge sur les causes, et nous n'avons pas de réponse extrêmement claire, mais je pourrais revenir sur ce sujet. Mais en revanche, sur les conséquences et le type de politiques publiques qui sont concernées, on a des éléments factuels. Il y a la réponse en général que défendent certains partis politiques, beaucoup de partis politiques d'ailleurs, et personnellement je crois que c'est une des réponses, c'est d'essayer d'inverser la tendance par des politiques qui portent sur les modes de garde, sur la fécondité, la fertilité, sur l'organisation des familles dans leur rapport aux jeunes enfants, dans le système éducatif que j'évoquais aussi, etc. Ces politiques, je le résumerai en disant d'encouragement à la natalité, d'inversion de la courbe de la natalité, sont sans doute, à mon sens, là je vous donne une opinion personnelle, utiles, nécessaires, conduites d'ailleurs dans beaucoup de pays qui sont confrontés au même choc démographique, et le président de la République, le gouvernement ont annoncé des mesures en ce sens. Mais quoi qu'il arrive, et quoi qu'on pense de telle ou telle politique, on sait deux choses. D'une part, en regardant d'autres pays européens, que l'effet n'est pas automatique et mécanique. C'est pas parce qu'on augmente une allocation, par exemple, qu'on déclenche une natalité supérieure, évidemment. Et on le voit, exemple européen à l'appui. Et la deuxième chose qui est encore plus incontestable, c'est que quand bien même ces politiques auraient une efficacité, et quand bien même ces politiques auraient une efficacité rapide, ce que je souhaite, eh bien, la population active de 2035, elle est déjà déterminée sur le plan démographique, par définition, puisque si on avait une augmentation de natalité, admettons, et ça paraît assez peu réaliste, en 2026, en 2027, en 2028, ce serait évidemment des jeunes actifs qui rentreraient sur le marché du travail plutôt au début de la décennie, au milieu de la décennie 2040. Donc l'impact qu'on décrit là sur la marée descendante dans l'éducation, dans la formation, sur le marché du travail et la population active, c'est un impact certain, quand bien même il y aurait une inversion, et parfois c'est assez rapide dans l'histoire, des tendances démographiques observées aujourd'hui. J'insiste sur ce point parce que je pense que ça veut dire que les deux séries ou les deux types de réponses, essayer d'inverser la courbe de la dénatalité d'une part, prendre en compte le décrochage de la natalité d'autre part, sont complémentaires et pas contradictoires. Je ne serai pas beaucoup plus long à ce stade. Je voulais simplement plaider, j'en profite, pour l'idée que, et c'était d'ailleurs l'esprit des plans quinquennaux, je ne reviens pas à un dirigisme d'antan, mais de prescrire un certain nombre d'objectifs de production, c'était évidemment l'esprit ou les nécessités de la reconstruction et de l'après-guerre, dans une économie à l'époque très administrée, à laquelle je ne pense pas qu'il soit ni possible ni souhaitable de revenir. En revanche, il est impératif sur un sujet comme la démographie d'avoir des lieux et des moments de prise en compte de ces impacts transversaux. Nous essayons de le faire à travers les travaux du Haut Commissariat à la stratégie au plan. C'est pour ça que j'ai plaidé récemment, mais cela dépasse évidemment ma condition, que nous ayons quelque chose qui ressemble à un plan quinquennal présenté au Premier ministre par nous-mêmes,
que le Premier ministre pourrait présenter même au Parlement. Ça se faisait à l'époque pour les plans, à partir des travaux de la commission du plan, pour essayer de regarder les impacts de grandes tendances démographiques, technologiques, aujourd'hui climatiques, dans l'ensemble de nos politiques publiques, et d'en tirer ensuite des options politiques qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont éclairées par ces grandes tendances de long terme. C'est dans cet esprit que nous lancerons, que j'initierai le 8 octobre prochain, un exercice de prospective qui aura un groupe de travail dédié à la question démographique, un exercice de prospective que nous étendons sur 9 mois et qui s'intitulera France 2035, France 2050, pour essayer de croiser ces différentes transitions climatiques, technologiques, numériques, démographiques dans toutes nos politiques publiques et de présenter notamment aux assemblées des éléments d'éclairage. Merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire, pour ces propos introductifs très riches. Je vais laisser notre rapporteur présenter une première salve de questions. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Haut-Commissaire. Peut-être commencer par saluer les travaux du plan. Parfois nos concitoyens se posent la question de l'utilité de ces institutions et je veux le dire ici que le Haut-Commissariat au plan et puis avant le Commissariat au plan ont toujours éclairé les travaux qui portaient notamment sur la démographie. Et je veux saluer les différentes enquêtes que vous avez menées, la plus récente que vous avez citée, qui date de septembre 2025. Plusieurs questions, vous l'avez dit, la marée descendante de la dénatalité va avoir des impacts majeurs sur l'ensemble des politiques publiques. Alors il y a 3 niveaux de réponse. S'adapter, et vous proposez dans votre note de travailler plus, d'automatiser davantage et d'accueillir mieux. Est-ce que vous pouvez expliciter ce champ des réponses possibles à cette dénatalité ? Une autre solution serait de changer de modèle, ou en tout cas de renforcer ce que vous appelez une immigration de travail. On avait une audition à l'instant de l'INSEE qui nous disait que pour compenser un solde naturel qui deviendrait négatif, si ce n'est pas cette année, dans les années à venir, il faudrait une immigration à minima à 120 000 personnes par an. Est-ce que dans les travaux que le plan mène par ailleurs, ça paraît soutenable, possible ? Est-ce qu'on arrivera avec cette stratégie d'immigration à compenser ce solde naturel négatif ? Et puis vous l'avez dit, il y a une autre solution, c'est d'inverser la tendance et donc de revenir à des politiques peut-être d'incitation, des politiques familiales. C'est un champ de réponse et de solutions qui n'est pas du tout exploré par la note. Est-ce que c'était un choix ? En lisant cette courte note, on a l'impression que finalement, ça contraste un peu à ce que vous venez de dire sur l'inversion possible ou souhaitable de cette tendance, de cette marée descendante de la natalité. Pourtant, ce n'est pas du tout exploré dans la note. Voilà, est-ce que c'est un choix de Maxime Sbailly ou parce qu'il considère que les politiques familiales n'ont plus aucune utilité. Voilà pour cette question un peu large. Et peut-être la dernière. On a l'impression finalement qu'avec les travaux que vous menez au plan, et puis j'allais dire cette commission, ce qu'a pu dire le président de la République sur le règlement démographique, que tout le monde fait le constat que la marée descendante de la dénatalité va avoir des impacts majeurs sur l'ensemble des politiques publiques. Et pourtant, on a l'impression que cette baisse de la dénatalité n'est pas prise en compte, ou très peu prise en compte dans les choix politiques. J'en citerai un, la question du modèle éducatif. Il y a quelques années, Madame Borne, la Première ministre, avait indiqué que pour tirer, j'allais dire, les conséquences de cette baisse de la natalité, il faudrait avoir une anticipation à 3 ans des fermetures de classes, des ouvertures de classes, bref, avoir une capacité de gérer nos écoles et nos établissements d'enseignement scolaire avec beaucoup plus de visibilité sur le long terme pour tenir compte de ces effets démographiques. Et pourtant, aujourd'hui, on continue, et je le dis ici, sans esprit de polémique, on a l'impression de gérer un peu à la petite semaine cette question de la démographie scolaire et des conséquences sur les fermetures de classes. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la manière dont vous percevez, vous qui avez été ministre, la prise en compte de ces questions démographiques dans les politiques publiques ? Monsieur le Haut-Commissaire. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente. Je commencerai par la fin de votre question, si vous le permettez. La prise en compte est très insuffisante. Et je crois que dans des actions de politique publique, tout commence par une prise de conscience collective, ou ce qui, si je puis le dire en termes gramsciens, la bataille des idées. Et je m'inscris en tant qu'ancien responsable politique, parlementaire ou gouvernemental dans ce collectif. Je pense que nous ne sommes collectivement pas encore conscients que la France a rejoint, et je ne m'en réjouis pas, la norme européenne, si je puis dire, même si elle est plutôt la fourchette haute de la démographie européenne, premièrement. Deuxièmement, que ce choc démographique a des impacts durables. Je ne sais pas s'il est durable, parce que ça, personne ne peut savoir si l'année prochaine, ce sera la même tendance. Mais enfin, il est raisonnable de penser que les inversions ne se font pas du jour au lendemain. Et donc, qu'il faut, je vais y revenir, des politiques publiques d'adaptation, quoi qu'il arrive,
qui ne sont pas contradictoires avec des politiques d'inversion de cette tendance. Ça, c'est les deux points qui me paraissent absolument essentiels. Et puis le troisième, mais qui rejoint ce qu'on disait au début, c'est que cet impact n'est pas limité, et c'est déjà beaucoup, au financement d'un modèle social, qui est lui-même un sujet extrêmement vaste, mais à la conduite, je prenais ces quelques exemples peut-être moins évidents, de toutes nos politiques publiques en réalité. Jusqu'à d'ailleurs la question climatique, par exemple, parce que si on a des métiers en tension dans la rénovation énergétique, dans les métiers de l'industrie verte, pour rester général, si on a des métiers en tension dans tous les domaines de l'économie, c'est un sujet évidemment de production, de productivité, d'adaptation à ces grandes tendances technologiques ou climatiques. Donc la démographie a un impact total, si je puis dire. Alors sur les points que vous avez cités, d'abord je voudrais dire en méthodologie, pour être précis et honnête, non pas pour prendre distance avec une note que je pense très éclairante. Nous avons deux types de travaux au commissariat, les travaux que nous menons nous-mêmes, alors jamais seuls, parfois d'ailleurs sur commande de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est le cas d'un travail en cours sur la santé et l'environnement, parfois sur une demande ministérielle ou primo-ministérielle, c'est notre devoir, parfois par autosaisine, mais ça c'est un ensemble de travaux que nous conduisons en interne principalement, c'est-à-dire avec des chercheurs du Haut Commissariat à la stratégie au plan, qui toujours consultent des élus, des administrations, des entreprises, des syndicats, des organisations non gouvernementales, etc. On ne fait jamais un travail en chambre, mais c'est un travail qu'on pilote et qu'on assume, si je puis dire, avec des constats et souvent, je le souhaite de plus en plus, des recommandations. Et puis j'ai créé, à mon arrivée, nous avons commencé des publications à partir du mois de mai, cette petite collection qu'on a appelée collection du plan pour être le plus explicite et simple possible. Ce sont des contributeurs extérieurs qui expriment leur opinion. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas la même chose, mais ce n'est pas une production interne, même si on peut aider sur quelques collectes de données comme nous l'avons fait avec Césarine notamment, mais c'est une contribution de Maxime Sbailly pour le plan. Donc, en l'occurrence, elle me paraît tout à fait pertinente, mais je préfère rendre à César ce qui est à César. Et elle avait effectivement une vocation assumée par nous et par l'auteur, qui était d'être une sorte de pédagogie des grands chiffres de cette marée descendante ou de la dénatalité. Et en réalité, de faire à ce stade assez peu de propositions. Elles sont simplement évoquées comme des pistes, j'y reviendrai sur l'immigration et la question du travail, quantité et qualité du travail, comme des pistes de réflexion. Et effectivement, cette note n'avait pas vocation à être exhaustive et n'avait pas vocation notamment à évoquer toute cette politique que j'estime néanmoins centrale, de réponse à la dénatalité elle-même. Et donc, encore une fois, mon sentiment, ce n'est pas ce que démontre cette note, mais le travail sur la démographie sera beaucoup plus large, et il avait commencé sous l'égide de mon prédécesseur, c'est que sur la question démographique, nous avons besoin des deux piliers. Nous avons besoin, parce qu'une chute démographique durable n'est pas soutenable, d'essayer de limiter ce décrochage démographique, voire de l'inverser, avec une précaution ou une alerte, c'est que ça ne se décrète pas, et même un ensemble de politiques publiques n'aboutit jamais à un résultat certain, et en tout cas jamais immédiat. On le voit, et je ne porte pas de jugement politique ou partisan, dans les pays de l'Union européenne qui ont mené des politiques revendiquées, parfois même politiquement, comme extrêmement natalistes, j'utilise le terme à dessein, je pense à la Hongrie notamment, qui n'inversent pas, malgré plusieurs années de pratique de ces politiques assumées, revendiquées, financées, qui n'inversent pas leur démographie et leur décrochage démographique. Donc je ne dis pas que ces politiques ne sont pas importantes, elles n'étaient pas en effet l'objet de la note, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais il faut être conscient du fait que leur effet est sans doute différé et incertain. Deuxième élément, c'est le deuxième pilier, c'est que quoi qu'il en soit, et quand bien même cette politique d'inversion produirait ses fruits, et même si elle produit ses fruits relativement rapidement, les effets que Maxime Sbailly décrit dans cette note de la collection du plan sont certains. Donc ça n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'en conclusion de cette note, et de manière très indicative ou très impressionniste pour l'instant, et nous creuserons ces dimensions. Oui, effectivement, c'est assez mécanique. Il y a deux éléments pour, sur la population active particulièrement, essayer de prendre en compte cette réalité démographique des prochaines années, au moins des 15 prochaines années. C'est est-ce que pour que les actifs continuent à financer un modèle social et soient en nombre suffisant, est-ce qu'on augmente la quantité de travail au long de la vie avec moins d'actifs individuellement? Donc c'est la question de la durée du travail tout au long de la vie. Et donc vous avez ensuite des options politiques qui, pour le coup, ne nous appartiennent pas, mais on est obligé de mettre le projecteur sur ces dimensions-là. C'est la question de la durée de travail
individuelle, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. C'est la question des années qu'on consacre au travail dans une vie, donc notamment la sortie du marché du travail et donc la question des retraites. La réalité, c'est factuel, là aussi, qui est très bien montré à cet égard dans la note de Maxime Bailly, c'est que la population active, la population en âge de travailler, pardon, par convention les 15-64 ans, a atteint son pic en 2011. Donc est déjà en recul par rapport à ce point haut. Comment a été compensé ce recul de la population en âge de travailler? Par un décalage de la sortie, de l'âge de sortie moyen du marché du travail, et notamment par les réformes successives des retraites, mais aussi à l'entrée du marché du travail par la politique de soutien à l'apprentissage. Ce sont les deux variables sur lesquelles on peut jouer pour essayer de compenser cette réduction numérique de la population en âge de travailler. Et donc si on veut compenser un phénomène démographique qui va se poursuivre inévitablement au moins dans les 15 à 20 prochaines années, cette question se pose. Et là je vous donne mon avis personnel, c'est que je pense qu'il faudra donc faire un certain nombre de réformes allant dans le même sens, notamment à la fin vers la sortie du marché du travail, et c'est ce que font tous les pays européens, avec des réformes, des retraites sans doute supplémentaires, ou en tout cas qui ne reculent pas. Deuxième élément, c'est la question de l'immigration de travail. Je sais à quel point la question migratoire est politique, au sens large et étroit du terme, sensible, et donc d'abord cette note de Maxime Bailly ne s'est pas aventurée outre mesure sur ce terrain, et nous n'avons pas encore produit de travaux sur ce terrain. Néanmoins, et je l'assume complètement, cette question est forcément posée. Aujourd'hui, ça aussi c'est une réalité chiffrée, incontestable, la totalité des pays de l'Union européenne, sauf je crois la Lettonie, ont une population active qui augmente par le solde migratoire. Et j'entends l'argument qui est de dire oui, mais le taux de chômage de la population immigrée en moyenne, et c'est vrai, en France en tout cas c'est évident, est plus élevé que le taux de chômage moyen de la population. Il n'en est pas moins vrai que par rapport à une situation où il n'y aurait pas de solde migratoire positif du tout, c'est, là aussi c'est factuel, un apport quantitatif à la quantité de travail et la population qui travaille effectivement. Et donc la question, c'est qu'en attendant une possible, mais malgré tout hypothétique et probablement pas immédiate, un redressement de la natalité, comment affronte-t-on le sujet? Est-ce qu'on laisse la population active décliner? Est-ce qu'on considère que ça n'est pas soutenable pour financer notre modèle social? Ce que je crois. Et à ce moment-là, c'est un débat avec trois familles de solutions. J'en ai cité deux, on peut en ajouter une troisième, qui est le rapport capital-travail. Donc la question de l'automatisation, est-ce qu'on fait des gains de productivité? Est-ce qu'un travailleur donné, à quantité de travail donnée, produit plus parce que la technologie peut l'aider? Et c'est évidemment une tendance qu'on a vue historiquement. Donc la question du rapport capital-travail, notamment de l'automatisation de la technologie, la question du temps de travail tout au long de la vie, et la question de l'immigration économique et de travail. Je vous remercie. Pour démarrer, moi j'aurais des questions sur un autre champ de travaux que vous avez pu mener, notamment sur les stéréotypes de genre. J'aurais aimé qu'on puisse y consacrer un petit peu de temps, et notamment vous avez publié une enquête en mai 2025 sur la question des stéréotypes de genre sur la décennie et les priorités d'ici à 2030. Est-ce que pour vous, les stéréotypes de genre expliquent une partie du décrochage de la natalité? Est-ce que, tels qu'ils sont mesurés dans votre enquête, ils expliquent la persistance de la double charge, notamment, enfin en particulier pour les mères, et donc une baisse de l'intensité de la fécondité? Et je le pense notamment en particulier pour l'enfant de plus. Est-ce que les stéréotypes de genre sont de nature à expliquer le fait qu'on va renoncer à un deuxième, voire à un troisième enfant? Et voilà, comment vous inscrivez-vous au niveau du plan sur la question de la lutte contre les stéréotypes de genre? Merci beaucoup. On a effectivement, et merci de le rappeler, produit une étude, c'est la première depuis 10 ans, sur l'évolution des stéréotypes de genre, en incluant pour la première fois les perceptions sur ces stéréotypes, ces représentations, chez les plus jeunes, c'est-à-dire chez les 11-17 ans, avec une inquiétude et une alerte. Je profite pour le souligner parce que c'est une grande préoccupation, que ces stéréotypes se forment très tôt. On n'a pas de point de comparaison parce que c'est la première fois qu'on fait une enquête sur les 11-17 ans, mais on voit que sur un certain nombre de représentations, notamment des rôles
dans la famille et des rôles professionnels ou d'un certain nombre d'éléments de sensibilité, si je puis dire, que la mère est là pour consoler, le père est là pour apporter le revenu au ménage. Ce type de représentation, ce n'est pas les termes exacts de l'enquête, mais je les cite approximativement, se forment déjà et sont déjà très présents chez les 11-17 ans, filles comme garçons d'ailleurs, avec évidemment une différence. Les stéréotypes sont plus marqués chez les garçons que chez les filles. Et ce qu'on voit aussi dans ce rapport, et je viens tout de suite à votre question, c'est que, et là on a des points de comparaison dans le temps, en France comme en Europe, il y a une régression dans la génération actuelle des 18-24 ans par rapport aux 18-24 ans des enquêtes précédentes, et notamment de celle de 2014. Autrement dit, les stéréotypes de genre reprennent de la vigueur chez les plus jeunes, alors que toutes les enquêtes menées en gros depuis les années 2000 en France, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on ait des enquêtes robustes et puis ensuite des points de comparaison fiables, il y avait une régression des stéréotypes, enquête après enquête, toutes catégories d'âge confondues. Même si, et il faut s'en réjouir, la France reste, je cite aussi de mémoire, dans les 3 premiers pays européens en comparaison, derrière 2 pays nordiques, je crois la Suède et le Danemark, dans la faiblesse des stéréotypes par rapport à d'autres pays voisins. Sur le lien entre démographie ou recul de la natalité et stéréotypes, on n'a pas, dans cette étude en tout cas, établi de lien. Et je n'ai pas connaissance de nos travaux ou de travaux récents qui pourraient établir une corrélation, une causalité. Ce qu'on voit, là je cite une étude qui n'est pas de chez nous et de mémoire aussi, c'est une étude de Julien Damon, je crois, qui a été publiée il y a quelques semaines, qui montre qu'il n'y a pas non plus, contrairement à une idée souvent reçue, de lien entre la baisse du nombre d'enfants par femme et le décalage de l'âge du premier enfant. C'est-à-dire pas parce que la maternité est plus tardive qu'il y a un décrochage de la natalité. Autrement dit, l'âge moyen du premier enfant augmentait déjà longtemps avant que le décrochage démographique soit constaté. Alors évidemment, quand on atteint des zones, si je puis le dire ainsi, d'âge où il y a des difficultés biologiques à avoir un enfant ou des risques plus importants pour la santé, eh bien, il peut y avoir une conséquences supplémentaires de ce décalage de l'âge. Mais en tout cas, l'augmentation de l'âge moyen du premier enfant a largement précédé la baisse de natalité en France, comme je crois dans la plupart des pays européens. Donc on n'a pas, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais on n'a pas démontré ce lien entre les stéréotypes ou le regain de stéréotypes dans une partie de la population et la question de la dénatalité. Ce qu'on a vu en revanche très clairement, et c'est documenté dans le rapport, c'est qu'il y a des conséquences sur la vie économique et professionnelle des femmes, à l'évidence, et notamment qui se forge dès la petite enfance, puisqu'on sait aujourd'hui que les congés parentaux sont beaucoup plus pris par les femmes, qu'il y a une faible augmentation du nombre d'hommes, même si les dispositifs ont été renforcés ces 10 dernières années, qui le prennent. Et ce qu'on regarde dans les dispositifs les plus efficaces dans les pays du nord de l'Europe en particulier, c'est quand il y a une obligation de partage des congés parentaux entre les hommes et les femmes. Ça a un effet sur la capacité des femmes à revenir dans le monde du travail et de l'emploi, parce qu'en général, c'est elles qui interrompent leur carrière. Et ça a une conséquence aussi sur la réduction des stéréotypes, puisque la représentation qu'on se forge dès la petite enfance se réduit quand on voit des rôles plus équilibrés, mieux partagés entre père et mère, entre hommes et femmes. Voilà. Mais nous n'avons pas établi à ce stade, donc au risque d'être décevant, je ne pourrais pas faire de corrélation, de causalité entre les 2 études ou les 2 phénomènes. Merci pour vos réponses. J'ai 2 demandes de parole, une de Madame Rousseau et une de Madame Demestre. Je vais prendre vos questions en même temps parce qu'on a un timing un peu serré aujourd'hui. Et puis je laisserai le haut-commissaire y répondre. Madame Rousseau. Merci Madame la Présidente. Alors déjà sur les enquêtes sur les stéréotypes de genre, certes il y a un regain des stéréotypes de genre dans une partie de la population, et particulièrement jeune. Il y a aussi un effacement complet des stéréotypes de genre dans une autre partie de la population. En fait, il y a une forme de polarisation à l'équivalence de la société là-dessus. Moi, je trouve une partie de nos débats parfois un peu étonnant en regard d'un simple chiffre qui est l'augmentation de la population globale sur la Terre, la population mondiale. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards.
les prévisions montrent un pic en 2080 à 10,5 milliards d'individus, soit une augmentation d'ici 2080 de 50% de la population mondiale. Je voudrais quand même qu'on mesure un peu l'ampleur de cette augmentation. Donc, je veux dire qu'il y a un problème de dénatalité, c'est se focaliser sur un problème éventuel à l'intérieur des frontières françaises, ça n'est pas voir le sujet dans sa globalité. Et en effet, vous y avez déjà répondu, la question du solde migratoire, et encore une fois, je précise que sans avoir un regard utilitaire sur la question, me semble quand même être une donnée extrêmement importante, surtout que vous disiez, monsieur le président, directeur, au commissaire, monsieur le haut-commissaire, qu'on connaît aujourd'hui la population active de 2035, modulo le solde migratoire. Modulo le solde migratoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une donnée quand même extrêmement importante dans tous nos débats. Et pour autant, on a l'impression que cette donnée n'est pas au centre des réflexions, c'est-à-dire qu'elle apparaît comme une espèce de conséquence, enfin je ne sais pas comment dire, mais quelque chose d'un peu accessoire dans la réflexion, alors qu'à mes yeux, elle pourrait être centrale. La seconde chose, c'est qu'il n'y a pas dans toutes nos réflexions la question de la dimension genrée de l'éducation des enfants, et notamment cette question quand même tout à fait importante qui est le travail gratuit fourni par les femmes, particulièrement lorsqu'elles ont des enfants, et que ça, manifestement, n'est pas non plus dans vos réflexions. Or, qui dit travail gratuit, dit temps de travail rémunéré moindre, dit éviction du marché du travail pour une partie de la population. Donc la question est, si véritablement vous voulez aller vers des politiques natalistes, dont je rappelle quand même qu'elles n'ont d'intérêt que si on ferme toutes les frontières, ce qui quand même me semble être un sujet, eh bien, si nous allons là, comment comptez-vous faire des notes stratégiques sur une véritable égalité dans la parentalité, ce qui aujourd'hui n'est clairement pas le cas. Je vous remercie. Je laisse la parole à Madame Demestre. Oui, merci beaucoup. Monsieur le Haut-Commissaire, vous avez rappelé que François Bayrou, votre prédécesseur, en 2021, plaidait déjà pour un pacte national pour la démographie afin de sauver le modèle social français. Je le cite, la France a sans doute plus besoin encore que ses voisins d'une démographie dynamique, car son modèle social repose pour beaucoup sur la solidarité entre les générations. Et je le cite toujours, il énonçait la politique familiale qui doit être un soutien à la natalité, et il mentionnait l'impact direct des décisions prises ces dernières années en matière de politique familiale, dont on peut affirmer, je le cite toujours, que l'orientation générale n'a pas été celle d'un soutien à la natalité. Donc 4 ans ont passé, monsieur le Haut-Commissaire, depuis ce constat. Donc vous l'avez souligné, le constat est clair sur une baisse de la natalité qui aura donc des conséquences très importantes sur notre modèle social et notamment sur la solidarité entre les générations. Donc ma question est la suivante, il y en a même deux. Que faire pour tenter d'inverser la tendance? Quelle politique familiale pour les années à venir? Y a-t-il un biais d'action via les allocations familiales, le congé parental, éventuellement plus long, mieux rémunéré, le nombre de places en crèche? Quel plan quinquennal prévoyez-vous? Et mon autre question porte sur la partie budgétaire. La branche famille est la seule bénéficiaire, ou encore jusqu'à récemment, de la sécurité sociale. Les fermetures d'écoles, de collèges, de lycées, mais également peut-être la baisse du nombre de places en crèche, de centres de loisirs, en lien direct avec la baisse du nombre d'enfants, va donner des marges budgétaires. Est-ce qu'elles ont été quantifiées aujourd'hui? Y a-t-il une prévision d'une baisse du budget de l'éducation nationale en corrélation avec la baisse du nombre de naissances? Et de l'autre côté de la population, les conséquences du vieillissement de la population vont également entraîner des conséquences budgétaires et un coût du vieillissement de la population très important pour notre pays. Une étude est-elle réalisée sur le lien entre les deux et l'importance de tenter une politique nataliste pour éviter un vieillissement de la population qui coûtera plus cher que cette politique nataliste? Monsieur le Haut-Commissaire.
Merci beaucoup pour essayer de répondre sur le maximum de points avec le maximum de précision. Ce que vous disiez, Madame la députée Rousseau, sur la population mondiale. Alors, même la démographie détermine tout, mais même les prévisions démographiques sont incertaines, évidemment, en distinguant encore une fois les deux points. C'est-à-dire leurs effets sur les gens qui sont déjà nés sont évidents. Et c'est pour ça que je disais que quand bien même une politique en France et en Europe d'inversion de la courbe, si elle marchait, pouvait se mettre en place, ça n'enlève rien au fait que la population active en 2035, en 2040, pose un problème de financement de notre modèle social et qu'on doit anticiper cela et y répondre quoi qu'il arrive par ailleurs. Mais on a vu des inversions de tendance dans un sens ou dans l'autre qui étaient parfois plus importantes ou plus rapides que prévu. D'ailleurs, c'est indiqué dans la note de Maximus Bailly, nous devrions atteindre le point haut de la population active et donc un début de décroissance. Non, pardon, c'est le solde naturel. Le solde naturel qui va commencer à baisser en 2025. Dans les dernières prévisions de l'INSEE en 2021, donc relativement récentes, il était prévu pour commencer à décroître presque 10 ans plus tard. En France. Non, en France. Non, mais pour dire que il y a eu, et c'est pas une mauvaise prévision qui a été faite à l'époque, c'était les données disponibles, il y a eu un décrochage démographique en France plus rapide que prévu. Et donc les prévisions sur la population mondiale, avec ces idées qu'on avait encore les 70, 80, même 90 sur l'idée qu'il y aurait une population excessive par rapport à une référence difficile à déterminer, et qu'une croissance indéfinie, en tout cas, n'est plus aujourd'hui vérifiée d'ores et déjà dans un certain nombre de zones géographiques plutôt dominantes en quantité, si je puis dire. Concrètement, l'Europe est en déclin démographique. 20 pays sur 27 sont déjà en solde naturel négatif. Et je l'ai dit, c'est pas, en effet, j'y reviendrai à l'immigration, qu'il y a encore de la croissance démographique au total dans ces pays. Il y a un solde naturel négatif dans 20 pays sur 27, dont la France désormais. Et de grandes puissances, par leur population, sont déjà en déclin démographique où celui-ci est programmé compte tenu du vieillissement observé. La Chine, l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, ce qui tire encore la croissance démographique en Asie, c'est l'Inde. Et il y a deux pôles mondiaux, si je puis dire, de croissance démographique aujourd'hui, en tout cas, et pour les années à venir, l'Afrique et l'Asie via l'Inde. Mais pas pour le reste des grands pays d'Asie, ni le Japon qui est en fort déclin démographique, ni la Corée qui est en fort déclin démographique, ni la Chine qui est en vieillissement rapide. Et j'y viens. Et l'Amérique du Sud. Alors l'Amérique en général d'ailleurs, l'Amérique du Nord principalement par l'immigration, et la démographie à court terme associée à l'immigration aussi, et l'Amérique du Sud, mais avec une tendance baissière de mémoire d'ici 2050. Donc les dernières prévisions, avec ces éléments de fragilité, c'est qu'on atteigne un pic d'un peu plus de 10 milliards d'habitants sur la Terre, 10,3 des dernières prévisions en 2050, et une descente à partir de ce pic. 2080, pardon, et une descente puisqu'on anticipe 10,2 milliards d'habitants en 2100, 20 ans plus tard. Et cette dernière prévision à l'horizon 2100, elle est déjà 700 millions inférieure, de 700 millions inférieure à celle qui avait été faite précédemment. Donc on voit bien que l'idée qu'on avait une population mondiale en croissance indéfinie, voire insoutenable, est fortement nuancée et qu'on a des inversions démographiques dans beaucoup de zones du monde. Donc, en tout cas, ce n'est pas un phénomène seulement européen. C'est un phénomène bientôt chinois, déjà japonais, coréen. Pardon ? Oui, avec ce ah oui, je ne le conteste pas, mais avec ce pic. Tout ça pour dire que la dénatalité est une réalité française et européenne, pas que française et européenne d'ailleurs, et ça n'en pose pas moins la question de notre modèle français et européen dans les décennies à venir. C'est ça qui, je crois, nous intéresse aujourd'hui. Ça n'est pas une passade ou une mauvaise passe, et ça n'est pas une spécificité française, c'est plutôt la spécificité française de forte démographie qui s'est atténuée et a rejoint la moyenne de décroissance européenne. Sur la question migratoire, je rejoins absolument ce que vous dites. Après, il y a des débats et des options sur le fait que c'est un des 2 ou 3 éléments centraux de discussion qu'il faut avoir sur cette question démographique pour les 2 décennies qui viennent, pour résumer. Ensuite, on verra ce que devient la croissance de la population. C'est un fait qu'il faut avoir ce débat. Et d'ailleurs, je le dis parce qu'on dit parfois qu'on est les seuls à avoir ce débat. En réalité, on est aujourd'hui plutôt le seul pays à ne pas avoir ce débat, si on est tout à fait franc. Ensuite, il y a des réponses qui, d'un force politique à l'autre, sont différentes. Mais à avoir ce débat de manière rationnelle et documentée. Et l'Italie qui est souvent citée en exemple, d'ailleurs en contre-exemple en réalité, parce que sa démographie continue à décrocher. Malgré tout ce qu'on dit sur un pseudo-modèle italien du moment, c'est un fait que la démographie italienne continue à décrocher moins bonne que la nôtre. Et il y a un débat en Italie et des stratégies d'immigration de travail qui sont assumées. Donc je pense que ce débat
est indispensable à ouvrir, et dire cela, ça n'est pas avoir un esprit étroitement partisan, c'est une réalité factuelle. Ensuite, le type de réponse est à déterminer en fonction des préférences de chacun. Voilà, je le dis. Alors, sur l'égalité dans la parentalité, je disais que c'est difficile de faire le lien entre natalité et lutte contre les stéréotypes ou lutte pour l'égalité dans les familles ou les couples. On a documenté quand même, et dans ce rapport et dans les travaux récents, j'ai peur d'être trop long, je ne l'ai pas détaillé, mais en quelques mots, qu'on sait qu'il y a quelques éléments qui favorisent, mais avec une ampleur et un rythme incertain, la natalité. Les modes de garde et d'accueil dans la petite enfance sont à la fois bons pour l'égalité femmes-hommes et favorables à la natalité. Voilà, c'est les quelques éléments d'éclairage qu'on peut aborder. Sur les congés parentaux, c'est un point intéressant, même s'il y a eu une étude très récente, c'est qu'on sait que quand ces congés sont longs, il y a un risque de freiner les naissances suivantes après le premier enfant. Et à ce stade, surtout s'ils sont déséquilibrés dans leur répartition femmes-hommes, un risque de désengagement ou d'exclusion de fait des femmes du marché du travail. Donc le calibrage et les règles obligatoires et de partage qui, à mon sens, seraient bienvenues du congé parental, sont essentielles pour la natalité sans doute en partie à terme, mais surtout pour l'insertion durable des femmes sur le marché du travail. Sur ce que vous avez dit, Madame la députée, sur la branche famille, et puis je reviens en amont sur le désir d'enfant et l'importance de la démographie que François Bayrou avait en effet souligné dans notre modèle social. Il y a un espoir dans ce que j'ai dit, c'est qu'il y a encore aujourd'hui un écart qui d'ailleurs n'a pas varié malgré la dénatalité entre le nombre d'enfants par femme et le désir d'enfant exprimé dans les enquêtes. Tout s'est décalé vers le bas, mais l'écart est resté à peu près identique. Ce qui veut dire que si, et encore une fois, il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien d'immédiat, mais si on a des politiques de soutien à la famille qui peuvent être efficaces ou qui sont renforcées, il y a un écart entre le nombre d'enfants effectifs et le désir d'enfant, et donc on pourrait augmenter ainsi le nombre d'enfants par famille ou par femme tel qu'il est mesuré. Donc il y a des leviers d'action sur le premier pilier que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'espoir d'une inversion de la courbe. Alors, ce qui fait écho aux deux questions que vous avez posées, mesdames les députées, est-ce que finalement c'est si grave que ça d'être en situation de baisse démographique ou de dénatalité? C'était un peu le sous-jacent de la question, avec je crois deux approches un peu différentes sur ce sujet. C'est en tout cas une percussion et un choc majeur pour le modèle français tel qu'il est construit. On peut tout à fait se dire que dans la dénatalité, c'est une réalité, c'est comme ça, finalement c'est peut-être mieux sur le plan climatique, etc. C'est un choix, ce n'est pas ma perception, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça percute totalement le modèle social et productif tel qu'il est construit aujourd'hui. La question est budgétaire, essentiellement, en fait. Oui, non, je viens sur la question budgétaire, mais je fais ce détour. Je prends même des exemples pour les élus qui connaissent parfaitement ce sujet. Tout notre système de dotation aux collectivités est fondé sur des villes en croissance, pour encourager ou développer les services publics, encourager l'investissement public. Si le modèle, c'est que désormais il y a moins de crèches et plus d'EHPAD, pour faire court, il faut repenser notre système complet de dotation publique, de relations financières État-collectivité. Si notre système est durablement dans une situation, parce qu'on ne voudrait pas compenser la baisse de la population active par une augmentation du temps de travail tout au long de la vie, sur le fait qu'il y a un ratio qui se dégrade durablement entre actifs et inactifs, il faut repenser notre protection sociale et probablement la réduire inévitablement. Ce que je ne souhaite pas, et donc c'est pour ça que je pense que les politiques d'augmentation de la durée du travail au long de la vie sont nécessaires et pertinentes. Mais on peut faire un choix inverse, qui n'est pas le mien et qui n'est pas celui que je recommande, de décroissance. Mais alors, il faut tout repenser et on n'aura pas le même niveau de protection sociale. Sur les excédents budgétaires de la branche famille, alors non, on n'a pas travaillé directement là-dessus, donc je ne veux pas rentrer dans des réallocations au sein de la protection sociale que vous évoquiez, mais c'est effectivement une branche qui est aujourd'hui encore excédentaire. Alors, est-ce qu'il faudrait, pour s'adapter à la réalité démographique, dégager des marges de manœuvre, faire des choix, je ne dis pas que vous les avez soutenus, mais vous avez évoqué, comme la baisse du budget de l'éducation nationale? Ce n'est pas ce que je pense souhaitable, mais ça pose une question fondamentale. C'est qu'en effet, si vous avez 15% d'effectifs en moins dans les classes, quel choix fait-on? Quelle réorganisation fait-on? Est-ce qu'on adapte les effectifs automatiquement d'enseignants et d'encadrants à cette réalité démographique, donc une baisse? Est-ce qu'on différencie entre un territoire urbain et un territoire rural? Est-ce que dans certaines zones, par exemple d'éducation prioritaire, on augmente les taux d'encadrement, mais pas ailleurs? Ça, c'est des choix qui sont lourds, mais qui en tout cas doivent être faits maintenant.
Et je vois assez peu ces débats-là. Ça marche pour l'éducation, ça marche pour le modèle social, ça marche pour la politique d'aménagement du territoire, au cœur de nos débats parlementaires et publics, pour être tout à fait franc. Alors en tout cas, on va éclairer, à travers nos rapports dans le programme annuel de travail, impact sur les comptes publics, impact sur les grands services publics, éducation, santé notamment, ces choix-là. On ne va pas dire, c'est pas à nous de le faire, voilà le bon niveau du budget de l'éducation nationale qui en découle, mais on va montrer ces choix politiques à faire. Et je prends juste cet exemple très simplifié. Ça, c'est un vrai choix politique. Par exemple, est-ce que quand il y a 15% d'effectifs en moins dans les classes, on ferme le nombre d'écoles à due concurrence et le nombre d'enseignants et d'encadrants à due concurrence? Je vois Madame Rousseau que je n'ai pas l'impression que c'est l'option qu'elle préconise. Je fais que citer les options. Ou est-ce qu'on considère que, justement, formidable, on augmente les taux d'encadrement? Voilà. Ou est-ce qu'on fait un mix des deux? Ou est-ce qu'on différencie par territoire? Il y a une gamme d'options. Nous, on va éclairer ces choix-là et les chiffrer. Ou est-ce qu'on redéploie, voilà, où est-ce qu'on redéploie ces moyens? Voilà, donc là, je ne dépasse pas notre rôle, mais je dis que si on ne se pose pas ces questions-là, on manque les conséquences de la démographie. La politique démographique, ce n'est pas seulement de se demander comment on inverse la courbe, c'est de se demander comment on vit avec cette réalité qui va au moins nous accompagner pour 2 décennies. Je vous remercie. On va devoir conclure cette audition. Moi, j'avais néanmoins une question un peu d'ouverture. Dans ce que vous avez pu dire et dans ce qu'on a pu aussi entendre sur les auditions précédentes, il y a cette question quand même assez majeure du désir d'enfant autour de la question de la natalité. Vous souleviez tout à l'heure le fait, et ça a été aussi largement démontré par les travaux de l'INED, que l'écart entre le désir d'enfant et le taux de fécondité n'évolue pas. C'est-à-dire qu'on a une natalité qui décroît, mais le désir d'enfant et donc la famille idéale telle qu'elle est pensée par les Français, le désir d'enfant décroît aussi au niveau des Français, que la relation avec les politiques publiques n'est pas forcément évidente entre le désir d'enfant et les politiques publiques. Est-ce que du coup vous envisagez de travailler sur cette question qui est beaucoup plus sociologique et psychologique du désir d'enfant dans vos travaux sur la dénatalité? 2 réponses, Madame la Présidente. Dans notre programme annuel de travail, que par la loi, nous devons rendre public, après concertation d'ailleurs de certaines commissions de l'Assemblée et du Sénat, nous n'avons pas intégré cet élément. Nous avons un organisme associé au commissariat à la stratégie au plan, qui est le Conseil d'analyse économique, aussi rattaché au Premier ministre, qui travaille sur ces questions-là, qui sont évidemment plus difficiles à appréhender de manière quantifiée ou quantifiable, parce que ça touche, vous l'avez dit, à un souhait qui n'est pas seulement lié à une politique publique, une allocation, une organisation même des modes de garde, même s'il peut y avoir des liens, ou des facilitations. Donc oui, il y a un travail qui est fait au sens large par la galaxie du Haut-Commissariat à travers ce travail du CAE, du Conseil d'analyse économique. Je conclurai, si vous permettez, sur un point, c'est que il faut avoir une forme d'humilité ou de modestie sur ces politiques-là, parce qu'il y a des tendances qui sont beaucoup liées. On peut les reconstruire seulement a posteriori, y compris d'ailleurs le baby-boom, probablement un rapport à l'avenir, une perception, parce que tension géopolitique, parce que difficultés climatiques, parce que confiance ou manque de confiance dans l'avenir d'un pays, d'un continent, etc., qui font qu'on se projette ou pas. Et que souvent, pardon de le dire de manière un peu cliché, mais c'est vrai et c'est vérifié, le désir d'enfant et la réalité de la composition familiale est lié à une projection dans l'avenir. Et c'est sans doute une partie de ce qui explique, pas seulement les conditions matérielles, économiques qui ont expliqué le baby-boom, c'est aussi un retour d'une forme, dans des circonstances pourtant très difficiles matériellement après-guerre, avec le rationnement jusqu'à 1948, etc., qui ont poussé, et pas qu'en France, souvent on voit des phénomènes qui sont au moins européens qui nous entourent, à une tendance démographique qui était à l'époque extrêmement haussière et qui a créé une jeunesse extrêmement abondante, si je puis dire. Et aujourd'hui, une forme de décrochage ou d'hiver démographique, disent certains, qui est sans doute aussi liée à des tendances de fond de notre rapport à l'avenir en France et en Europe, et qui ne peuvent pas s'appréhender seulement par des politiques publiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les constats, adapter nos politiques publiques et chercher à avoir des politiques publiques qui agissent sur cette réalité, parce qu'elles peuvent aider, accompagner ou nuancer certaines de ces évolutions. Donc ce n'est pas du tout un fatalisme que je décris là, mais il faut s'inscrire forcément dans ce contexte un peu plus large.
Merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire, pour cette phrase de conclusion de nos auditions de la matinée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre nos auditions jeudi prochain. Merci pour votre participation. Bonne journée à tous.